Les victoires des Russes ainsi que l'entrée en guerre des États-Unis vont complètement changer la donne et permettre la victoire des Alliés. Mais à quel prix? La Deuxième Guerre mondiale sera le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors on a vu précédemment à quel point au début de la Deuxième Guerre mondiale, tout semble réussir à éclat. Alors l'Allemagne fait des avancées extrêmement convaincantes dans l'ensemble de l'Europe. Alors c'est à partir du moment où Hitler va commencer à commettre quelques erreurs, notamment une et de taille, l'opération Barbarossa qui l'amène à essayer de conquérir la Russie, l'URSS, alors que l'Angleterre n'est pas encore à genoux. Alors donc, c'est cette erreur-là qui va amener un point tournant dans la guerre selon le point de vue de bien des historiens. Et il y a aussi, évidemment, l'entrée en guerre des États-Unis. Mais comment les États-Unis sont-ils entrés en guerre, eux qui se refusaient à le faire jusqu'alors? Alors, qu'est-ce qui a été le point de rupture pour les États-Unis? On l'a vu précédemment, les États-Unis étaient officiellement neutres dans le conflit. Alors, ils avaient toujours leur politique isolationniste, donc ne voulant pas se mêler des politiques européennes. Alors donc, les États-Unis sont restés à l'écart au début du conflit mondial. Pourtant, les Américains ont quand même des sympathies évidentes pour les Alliés. Néanmoins, Roosevelt, le président américain à cette époque-là, reste très prudent dans ses déclarations pour ne pas bousculer l'opinion publique américaine, parce que la population américaine désire rester en dehors de la guerre. Alors, on va reprendre la même politique que lors de la Première Guerre mondiale, la politique du cash and carry, c'est-à-dire qu'on accepte de vendre de l'armement ou de l'équipement aux Alliés en autant qu'ils payent cash, donc ils payent comptant, et d'autre part qu'ils transportent eux-mêmes les marchandises pour éviter aux véhicules américains de subir des attaques des forces de l'Axe, hein, notamment des sous-marins. Alors donc, les Alliés, au début de la guerre, vont passer d'importantes commandes et de ce fait, l'économie américaine en profite et sort enfin de la crise. Alors donc, l'industrie américaine reprend sa production à gros régime. Donc, c'est en fait, comme on l'avait vu auparavant, ce qui va sauver les États-Unis de la crise des années 30. On est toutefois conscient que les Européens n'ont pas encore fini de payer leurs dettes contractées lors de la Première Guerre mondiale. Alors, ils ont encore des dettes à l'écart des États-Unis. Et d'autre part, du côté des États-Unis, les conquêtes d'Hitler commencent à inquiéter parce que rester seul, l'Angleterre semble bien fragile. Alors, si l'Angleterre tombe, les Allemands disputeront l'Atlantique aux Américains. Alors donc, les forces américaines, les autorités américaines sont bien conscientes de ce problème éventuel. Alors donc, autrement dit, les Américains ont de plus en plus de raisons de vouloir se mêler du conflit parce qu'éventuellement, ça va se rendre jusqu'à eux. Alors, dès mars 1941, on va commencer à accorder des prêts aux Alliés et on va leur fournir du matériel de guerre, alors au lieu de simplement leur vendre. Et d'autre part, on va commencer aussi en sous-main à supporter les Anglais dans des activités diplomatiques et aussi dans des manœuvres militaires de support. Alors, on va, du côté des États-Unis, défendre la côte ouest de l'Afrique et l'Islande. On va faire un embargo sur le fer et l'acier américain, sauf s'il va en Angleterre, façon comme une autre de favoriser l'Angleterre. D'autre part, on gèle les avoirs allemands et italiens aux États-Unis, donc pour nuire à l'économie de ces deux pays. Et d'autre part, on aide les Alliés à réparer des navires britanniques, etc. Mais il y a aussi la question du Japon. C'est que les Japons sont de plus en plus actifs. Rappelez-vous que les Japon font partie des forces de l'Axe. Or, les Japonais occupent la Mandchourie en Chine, persuadés que leur prospérité passe par la conquête de la Chine.
Or, leurs activités de conquête commencent à perturber sérieusement les rapports commerciaux des Américains avec la Chine. Alors, les États-Unis ripostent par des sanctions économiques contre le Japon. Alors, l'interdiction d'exporter au Japon de l'acier et du fer, ainsi que certains types de pétrole. Donc, on essaie de mettre de la pression sur le Japon. Malheureusement, cette action a des résultats mitigés. Alors, les Japonais ont des réserves et ils s'emparent aussi des pétroles de l'Indonésie hollandaise. Alors donc, les Japonais ne manquent pas de pétrole et ils sont en mesure de poursuivre leurs efforts de guerre. D'autre part, en 1941, le Japon occupe l'Indochine du Sud, qui constitue une excellente base de départ en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique pour mener une guerre dans le Pacifique. Alors donc, les États-Unis s'inquiètent de plus en plus de la progression du Japon et ils vont réagir en gelant les avoirs japonais chez eux, comme ils l'ont fait auparavant pour les avoirs italiens et allemands. Alors, les Japonais essaie donc de rencontrer Roosevelt, le président américain, pour traiter avec lui, pour qu'il leur laisse le champ libre pour attaquer la Chine. Mais en vain, Roosevelt refuse toute discussion. Roosevelt exhorte même l'empereur du Japon à intervenir pour arrêter l'occupation de l'Indochine, mais il se heurte au refus d'Hirohito, donc l'empereur du Japon. Alors donc, on a du mal à s'entendre de part et d'autre, et la guerre devient de plus en plus imminente. Alors, les Américains s'attendent à ce que leur base des Philippines soit éventuellement attaquée. Mais finalement, les Japonais seront plus audacieux. Ils attaqueront carrément la base d'Hawaï, Pearl Harbor, par surprise, le 7 décembre 1941. Suite à ça, les États-Unis ne peuvent plus se dérober, ils entrent en guerre, et pas seulement contre le Japon, contre toutes les forces de l'Axe. Alors, les États-Unis entrent en guerre sur les deux fronts, le front de l'Atlantique et le front du Pacifique. Évidemment, l'attaque des Japonais sur la flotte américaine à Pearl Harbor va faire très mal, bien sûr. Cela dit, la chance était du côté des Américains dans la mesure où est-ce qu'il n'y avait aucun porte-avions qui était présent dans le port de Pearl Harbor à cette occasion-là. Donc, les porte-avions qui sont le fer de lance des forces armées américaines, donc les porte-avions ont été épargnés. Ce qui fait que les États-Unis sont encore très forts militairement sur mer, alors avec leurs forces aériennes et leurs forces navales. Et à partir de ce moment-là, les États-Unis vont se lancer dans la construction massive de navires. Et on assiste à cette occasion-là à une lutte farouche contre les sous-marins allemands pour le contrôle de l'Atlantique. Alors, juste pour vous donner une idée, en 1942, pas moins de 800 000 tonneaux de navires seront coulés juste pour cette année-là. Donc, une bataille terrible fait rage sur les eaux de l'Atlantique. Et d'autre part, à partir de 1943, les Américains multiplient les escorteurs de convois. Ils utilisent un porte-avions pour chaque convoi pour s'assurer donc de la sécurité de tous ces approvisionnements. Alors, les avions en profitent pour attaquer les sous-marins dès qu'ils paraissent en surface pour la recharge des machines. Alors, la bataille de l'Atlantique va finir par être gagnée par les Américains en 1943. C'est que les États-Unis coulent en moyenne un sous-marin allemand par jour, ce qui excède la capacité de production des Allemands. Et de leur côté, les Américains ont mis la machine au maximum chez eux, la machine industrielle, et ils produisent en moyenne un destroyer par jour. Alors donc, les Allemands ne sont plus capables de suivre le rythme des États-Unis et donc les États-Unis vont gagner par la voie de ce dans quoi ils excellent le plus, dans la production industrielle. Et devient possible à ce moment-là l'opération Overlord. Alors, cette opération va permettre, le 6 juin 1944, le fameux débarquement de Normandie, donc supervisé par Eisenhower. Alors, c'est une opération de débarquement comme jamais on ne l'a vu dans l'humanité. Alors, 1213 bateaux de guerre, 736 navires de soutien, 864 cargos et 4126 engins et péniches débarquent 20 000 véhicules et 156 000 hommes sur les plages de Normandie. Et donc, c'est le début de la reprise de possession de l'Europe. D'ailleurs, un second débarquement a lieu en Provence le 15 août 1944. Alors, les choses commencent à aller vite à partir de ce moment-là. Paris est libéré le 25 août. Et en décembre 1944, l'ensemble du territoire français est libéré. Et sur le front Est,
Les troupes soviétiques, après cette bataille gagnée à Stalingrad, mais à quel prix? Donc, les troupes soviétiques sont passées à l'offensive par la suite et volent de victoire en victoire, elles aussi de leur côté. Et dès février 1945, les troupes alliées sont sur le sol allemand. Alors, donc, les haricots sont cuits, les carottes sont cuites, pardon, pour les Allemands. Et les troupes américaines et soviétiques font la jonction sur l'Elbe à Torgau le 26 avril 1945. Et le 30 avril, dans les mêmes jours, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Et déjà, le 28 avril, Mussolini avait été exécuté par les Italiens. Donc, c'est la fin du front de l'Europe. Les forces de l'Axe en Europe ont été vaincues par les forces conjointes des Soviétiques et des Américains. Parallèlement à tout ça, les choses se corsent davantage sur le front du Pacifique. Alors, il faut savoir que de 1941 à 1942, les Japonais exercent une suprématie presque absolue dans le Pacifique. Et dès lors, ils lancent 2 millions de soldats d'élite à la conquête de la Malaisie, de Singapour, des Philippines, des Indes néerlandaises, de la Birmanie, de la Nouvelle-Guinée, etc. Alors, l'expansion japonaise est rapide et efficace. Cependant, la capacité de production des Américains va finir par leur donner l'avantage. C'est que depuis 1943, les Japonais sont sur la défensive parce que les Américains vont progresser par saut de puce. Donc, ils avancent d'une île à l'autre pour approcher de plus en plus du Japon. Et la force de production des Américains fait merveille aussi sur le Pacifique, de la même façon que les Allemands n'étaient pas capables de suivre la cadence de production des Américains. Il en est de même pour les Japonais. Alors, donc, dès février 1945, les Américains atteignent les premières îles japonaises à Iwo Jima et Okinawa. Cela dit, la résistance japonaise est acharnée. Il y a notamment l'usage des kamikazes, mais de toute façon, les soldats japonais sont extrêmement redoutables. Les combats sont très durs. Alors, à Okinawa, il y aura 150 000 morts américains et japonais en 82 jours. Donc, les combats font rage et ils sont extrêmement meurtriers. Alors, du côté de l'état-major américain, on s'inquiète, on craint que la guerre s'éternise au Japon et on pense que celle-ci ferait encore 1 million de morts. Alors évidemment, parce que la résistance est acharnée du côté des Japonais. Alors, le président Truman, qui a succédé à Roosevelt en avril 1945, suite à la mort de celui-ci, donc Truman décide l'emploi de la bombe atomique, donc un projet secret qui est mis au jour. Donc, on lance la bombe atomique pour la première fois à Hiroshima le 6 août 1945 et à Nagasaki 3 jours plus tard. Alors, à Hiroshima, on estimera qu'il y aura entre 80 et 140 000 morts et à Nagasaki, environ 70 000 morts. Alors, suite à ça, le Japon se rend compte qu'il n'est plus capable de lutter si d'autres bombes atomiques sont lancées. Alors, le Japon va avouer sa défaite et la capitulation du Japon est signée le 2 septembre 1945. Cette capitulation va mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Alors, quel bilan peut-on dresser de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale? Il faut dire évidemment que ce conflit fut le plus coûteux en vie humaine de toute l'histoire de l'humanité. On recense environ 60 millions de morts, dont 45 millions à cause des combats et des bombardements, et autant de victimes civiles que militaires. Des peuples entiers seront presque décimés. Ainsi, on estime à plus de 5 millions de Juifs qui ont été exécutés, qui ont été tués durant la guerre. L'URSS à elle seule perd environ 21 millions de personnes. Les autres pays les plus durement touchés sont la Chine, qui a subi 11 millions de morts. Il y a aussi l'Allemagne, qui n'est pas dédaignée avec 7 millions de morts. La Pologne, bien sûr, avec 5,8 millions. Et le Japon avec 2 millions. Et évidemment, il y a les vies humaines, mais les destructions matérielles furent également considérables, en particulier en URSS. En Europe, la moitié des territoires étaient considérés comme sinistrés au lendemain de la guerre. Alors, des régions et des villes entières sont ravagées. Caen, Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, Hambourg, Stalingrad, Leningrad, Varsovie, Budapest, etc., etc. Donc, les destructions sont nombreuses et
considérable. Et d'autre part, les bombardements et les tueries n'expliquent pas tous ces morts. La maladie et la malnutrition qui résultent de la guerre fragilisent la population et causent de nombreux décès. Alors, par exemple, en France, au pire de la guerre, il y avait un rationnement draconien qui s'était mis en place, où est-ce qu'on limitait à 200 grammes par jour de pain par personne et moins de 200 grammes de viande par semaine par personne. Alors, évidemment, bien des gens ne survivront pas à ces conditions d'indigence importantes. Mais il y a aussi le bilan matériel. Alors, l'Europe est détruite. Alors, les bombardements ont détruit usines, moyens de transport, réseaux de communication, immeubles et des villes entières, comme je l'ai mentionné. Alors, tous ces bombardements vont contribuer à affaiblir l'Europe, plaçant les États-Unis en position d'hégémonie économique. Alors, c'est le début d'une véritable domination américaine ce lendemain de guerre. Alors, juste pour montrer à quel point les États-Unis sont en position avantageuse, plus des 3/4 des réserves d'or mondiales sont maintenant détenues par le Trésor américain. On se rappelle que l'or est une valeur refuge, particulièrement en temps de crise, en temps de guerre. Alors, le fait que les 3/4 des réserves d'or sont maintenant aux États-Unis, ça démontre bien à quel point les États-Unis sont en position de domination. Et pour les États-Unis, la Seconde Guerre mondiale, en imposant une économie de guerre, va mettre fin à un marasme économique qui n'avait été que partiellement été résorbé par le New Deal, par Roosevelt. Alors, il faut dire aussi que les pertes en vie humaine pour les États-Unis seront beaucoup moindres qu'en Europe. Alors, 293 000 morts américains, ça se compare même pas à ceux du Japon ou les morts de l'Angleterre ou n'importe quel autre pays. Évidemment, l'URSS, dans un contexte semblable, reste le pays le plus touché par les dégâts matériels. Mais c'est une chose de considérer le bilan matériel, mais il y a aussi le bilan psychologique. Toutes les familles des victimes sont toujours sous le choc de cette guerre qui a été très meurtrière. Alors, il faudra des années pour l'ensemble de la population pour rétablir l'ordre dans leur tête. Alors, le choc traumatique a été énorme. Alors, si on pense de nos jours à tous les effets qu'a la crise du COVID, alors imaginez dans un contexte de guerre, une guerre de cette magnitude. Alors, donc, ça peut nous donner une idée de l'ampleur des dommages dans la psychologie des gens, dans le moral des gens. Et de plus, les personnes qui ont survécu au camp de concentration ont énormément de difficultés à vivre comme avant. Alors, les souvenirs qui les hantent jour après nuit sont traumatisants, sans compter évidemment les souvenirs, les traumatismes de ceux qui ont participé directement au bombardement, aux engagements sur les terrains de bataille, les champs de bataille. Et enfin, élément qui n'est pas à dédaigner, l'arme atomique qui a montré ses capacités destructrices à Hiroshima et Nagasaki a marqué les esprits du monde entier par le nouveau type de conflit qu'elle symbolise. Alors rappelons le nombre de morts qu'il y a eu à Hiroshima, entre 80 000 et 140 000 morts, 70 000 pour Nagasaki. On est en présence désormais d'une nouvelle arme qui est capable de détruire le monde. D'autre part, la géographie de l'Europe est en train de changer. La géopolitique de l'Europe est à jamais transformée. L'Allemagne voit son territoire réduit. Alors, les territoires annexés par l'Allemagne nazie sont perdus et partagés entre les 4 pays victorieux, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France. L'URSS, de son côté, sort très renforcée. Elle est agrandie et elle domine toute l'Europe de l'Est qui a été libérée puis occupée par l'Armée rouge. Alors évidemment, elle ne se retire pas tout de suite. Alors donc, l'URSS est maintenant visiblement en position de force. Et de ce fait, au lendemain de la guerre, le monde est entre les mains de 2 grandes puissances, les États-Unis à l'ouest et l'URSS à l'est. Et ça marquera les éléments de base pour la guerre qui va suivre, une guerre, disons, plus indirecte, mais qui va marquer les esprits pendant des décennies, la fameuse guerre froide.